Oh là 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 là, c'est incroyable ce mal de tête que j'ai aujourd'hui. J'aurais bien besoin d'une petite aspirine. T'aurais pas ça, Antoine, par hasard? Hélas, Marion, dernièrement le prix de l'aspirine a augmenté. Pour te dire, je ne peux même plus acheter de Doliprane, je n'ai plus assez d'argent. Mais comment ça? Nos médicaments sont faits à base de pétrole. Or, on en consomme beaucoup trop à travers la planète. Il n'y a donc plus assez pour faire des médicaments. Et les derniers sont hors de prix. Eh les amis, j'ai peut-être une solution ici. Oh, bah, ce serait super. T'es où? Dans une université, à Limoges. Vous venez? Génial, on arrive. Allez Marion, à Limoges. Dax, mais c'est toi qui pousse. Me voici donc arrivée à l'université de Limoges. C'est ici que sont réalisées les expériences et les recherches sur la création de médicaments à base de plantes. Mais dis-moi Gaël, pourquoi a-t-on besoin de créer des médicaments à base de plantes? Eh bien Marion, c'est très simple. Comme dit précédemment, nos médicaments sont aujourd'hui faits à 95% de pétrole. Or, nous l'avons vu dernièrement, mais le pétrole est une ressource épuisable avec le temps, à tel point qu'aujourd'hui elle est devenue extrêmement rare. Ça veut dire que c'est impossible de créer nos médicaments sans pétrole! Ça veut dire que c'est la fin du monde! Mais non Marion, rassure-toi, tu te trouves justement dans une université dont l'objectif est de pallier ce problème. Ah oui, c'est vrai. En effet, l'usage du pétrole n'est que récent. À l'époque, les civilisations du monde entier utilisaient des plantes médicinales pouvant agir sur le corps. Depuis les avancées scientifiques des 19e et 20e siècles, certaines utilisations des plantes ont été reconnues comme n'appartenant qu'à la croyance ou au mythe, tandis que l'efficacité d'autres a été prouvée, comme par exemple le millepertuis ou encore l'écorce de saule. L'utilisation de plantes à des fins médicinales est appelée phytothérapie, c'est-à-dire la thérapie des plantes. De nos jours, les plantes sont toujours utilisées pour des raisons médicales, mais plutôt à des usages comme les huiles essentielles, les infusions, l'homéopathie ou les fleurs de bac. Exactement. Et afin d'arriver à ces produits, nous devons utiliser l'élément intéressant et thérapeutique d'une plante, qui est le principe actif. Mais dis-moi Antoine, c'est quoi le principe actif? Bah, il est où Antoine? Chut, je suis là. Bah, t'es où? C'est qu'il fait froid dans le caddie. Du coup, je me suis introduit dans un laboratoire de l'université. Et c'est super intéressant. Tiens, regarde, j'ai même trouvé une super belle blouse. Mais t'es pas bien? C'est totalement interdit! Pas grave, écoute plutôt ça. Les principes actifs, ce sont une ou plusieurs molécules. Et c'est cela que l'on extrait afin de confectionner un médicament. Du point de vue de la médecine pharmaceutique actuelle, le principe actif de la plante visée est suffisant. Mais en phytothérapie, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des éléments de la plante qui agissent ensemble. On appelle cela le totum. Ouais, il a peut-être raison. Et puis elle est super belle sa blouse. Il m'en faut une aussi. Et ce principe actif, comment qu'on fait pour l'obtenir alors? Alors, il existe plusieurs façons de les extraire. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 4, celles qu'on peut faire à la maison et qu'on qualifie généralement de remèdes de grand-mère. Vous avez tous déjà pris une infusion. Simple en apparence, mais plus intéressant lorsqu'on observe de plus près ce qu'il se passe dans la tasse. En effet, en versant l'eau bouillante sur le végétal, puis en recouvrant la tasse, la vapeur d'eau va se charger en principe actif, puis retomber dans l'eau. La deuxième que je vous présente est la macération. Elle consiste à immerger pendant plusieurs heures la plante thérapeutique dans de l'eau froide. Elle est généralement utilisée sur les végétaux qui ne supportent pas la chaleur et dont les principes actifs sont solubles dans l'eau froide. La décoction, elle, consiste à faire bouillir les plantes thérapeutiques, puis à les faire macérer. On l'utilise généralement sur les plantes dont les composés actifs sont difficiles à extraire. La dernière dont je vais vous parler est l'extraction des sucs. Elle consiste, après ébullition de la plante, à effectuer des pressions dessus avec une centrifugeuse. Une fois le principe actif obtenu, on peut enfin se lancer dans la synthèse du médicament ou dans la synthèse de la molécule qui nous permettra de faire l'hémisynthèse du médicament. Mais c'est quoi la différence entre une synthèse et une hémisynthèse? C'est très simple. Lors d'une synthèse, le produit est obtenu à partir d'une molécule simple. Cette méthode comporte 4 étapes. La réaction chimique, l'extraction du produit brut, la purification et enfin l'analyse du produit pur. L'hémisynthèse, quant à elle, est la fabrication d'un médicament à partir d'une molécule qui existe déjà, que l'on appelle alors précurseur. Et Gaël, tu savais que justement, dans le laboratoire où je me situe, on fait une hémisynthèse. Est-ce que tu savais que, avant notre époque, au 19e siècle, les gens, à la place d'utiliser l'aspirine, utilisaient 2 plantes, l'écorce de saule et la reine des prés? Bah, pourquoi on a arrêté?
Eh bien, en fait, un pharmacien a réussi à isoler le principe actif de ces végétaux, mais on s'est aperçu peu après sa mise en usage qu'il provoquait des brûlures à l'estomac. Mais comment c'est possible que la reine des prés ou le saule aient de telles propriétés? Eh bien en fait, ces deux végétaux contiennent de la salicyline, une substance anti-inflammatoire. C'est ce principe actif qui est utilisé dans l'aspirine, ou du moins son dérivé, l'acide acétylsalicylique, qui est le nom chimique de la molécule. L'acide acétylsalicylique a été synthétisé vers le milieu du 19e siècle à partir de salicyline. En France, il n'a réellement été breveté et commercialisé qu'à partir de 1908. Et maintenant, l'aspirine est le médicament le plus consommé au monde, 2540 cachets par seconde environ. Mais alors, on fait comment pour transformer de la reine des prés en acide salicylique, puis ensuite en aspirine? C'est simple, Gaël. Regarde d'où je reviens. Une petite cueillette dans le parc du campus. Et regarde le résultat de ma récolte. Belle fleur, hein? Très belle Marion, et surtout très utile. Comme tu nous l'as dit, la reine des prés, de son petit nom latin Filipendula urmaria, contient de la salicyline, la substance qui nous intéresse. L'avantage de cette fleur de la famille des rosacées, c'est que contrairement au pétrole, elle pousse partout. Elle a naturellement des propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs, fibrifuges et j'en passe. Mais elle protège aussi des douleurs à l'estomac grâce à ses composés actifs flavonoïdes et tanins. On rejoint ici la notion de totum évoquée juste avant. Mais Marion, j'imagine qu'on va pas utiliser la fleur pour faire notre hémisynthèse. Effectivement, Antoine, la salicyline en a déjà été extraite. Un professeur du laboratoire a réduit les fleurs en poudre, en a fait une décoction, puis les a filtrées. Il a donc obtenu les cristaux de salicyline qui, après diverses expérimentations chimiques, sont arrivés à l'acide salicylique. Je ne suis qu'une débutante, il m'a simplifié la tâche. Donc, si j'ai bien suivi, maintenant, on passe à l'hémisynthèse. Exactement. Antoine, explique-nous donc comment ça marche. Dac. Pour réaliser notre hémisynthèse, nous avons plusieurs étapes à respecter. Tout d'abord, nous aurons besoin de faire réagir l'acide salicylique avec de l'anhydride éthanoïque. Nous utilisons pour cela de l'acide sulfurique comme catalyseur. Puis, dans un second temps, nous cristalliserons l'acide acétylsalicylique obtenu, pour ensuite récupérer notre acide avec une simple filtration. C'est super tout ça, Antoine. Mais alors, on a besoin de quoi pour cette première étape? Eh bien, nous avons besoin d'un Erlenmeyer, d'un bain-marie, de 3 g d'acide salicylique, de 6 ml d'anhydride éthanoïque et d'un réfrigérant à air. Le but est ici de construire un montage à reflux qui nous permettra d'accélérer notre réaction sans pour autant perdre de matière. Oui, mais attention Antoine, il faut que ton Erlenmeyer soit bien sec. Bah, pourquoi Gaël? Car l'anhydride éthanoïque réagit avec l'eau, ce qui casse cette molécule. Il faut donc éviter toute trace d'humidité pour cette réaction. Tu fais bien de me le dire. Allez, c'est parti, commençons le montage. Tout d'abord, il faut introduire les 3 g d'acide salicylique dans l'Erlenmeyer. On prépare ensuite le bain-marie à une température se situant entre 50 et 60 degrés. On ajoute alors les 6 ml d'anhydride éthanoïque et les 3 gouttes d'acide sulfurique. Enfin, on adapte le réfrigérant à air au-dessus de l'Erlenmeyer pour pouvoir chauffer le tout pendant 20 minutes. Une fois le temps écoulé, on arrête le bain-marie pour ajouter à la préparation 30 ml d'eau froide, gelée si possible. Mais Marion, à quoi ça nous sert de mettre de l'eau froide dans notre aspirine? Mais enfin Antoine, c'est logique, c'est pour détruire l'excès d'anhydride éthanoïque et cristalliser notre acide acétylsalicylique. Il faut ensuite bien agiter le tout afin que la cristallisation se passe bien. On peut enfin filtrer le résultat et récupérer notre acide acétylsalicylique avant de le sécher. D'accord, mais maintenant, comment je fais pour savoir que j'ai de l'aspirine dans mes mains? Tu peux réaliser une chromatographie. On va alors comparer l'aspirine du commerce, de l'acide salicylique pur et le produit de ce que nous venons de réaliser. Gaël, qu'est-ce qu'on remarque alors? Eh bien, on constate que le produit synthétisé n'est pas tout à fait pur, comme le témoignent ces deux petites taches. En effet, la synthèse contient bien de l'acide acétylsalicylique, exactement comme l'aspirine trouvable ou pas sur le marché, mais elle contient également des restes d'acide salicylique qui n'ont pas été détruits dans le processus. C'est pas très bon, mais au moins c'est efficace. Marion, peut-être qu'on rentre, j'ai faim moi. Moi, je veux bien, mais je sais pas où est Antoine. Eh les copains, je suis retourné dans le labo, mais ils ont fermé à clé. Je peux pas sortir. Ah, mais quel maladroit. Ah, ça suffit, hein. Nous, on s'en va. Je suis bien d'accord. Allez, Gaël, et c'est toi qui me pousse. Oh, t'as raison, oui. Mais les copains, mais c'est pas ici. C'est pas cool.